Ils avaient tout pour eux. Des hymnes funk en tête des hit parades. Un son distinct qui leur a permis de se démarquer à la fin des années 70 et au début des années 80. Et un chanteur dont la voix était impossible à oublier. Mais derrière le succès de Slave se cachait une histoire de tension, de lutte de pouvoir et de pertes tragiques qui allaient finir par les séparer. Comment le leadership de Steve Arrington a-t-il conduit à des divisions au sein du groupe? Qu'est-il arrivé au groupe après son départ controversé? Et comment l'héritage de Slave a-t-il été éclipsé par des conflits internes, des différends financiers et des décès déchirants? Voici l'histoire tragique de Slave et de Steve Arrington. L'histoire de Slave commence en 1975 à Dayton, dans l'Ohio, une ville qui était pratiquement un vivier pour certains des meilleurs groupes de funk de l'époque. Des groupes comme les Ohio Players et Zapp avaient déjà marqué les esprits, plaçant la barre très haut pour les musiciens de la région. Le funk était dans l'air, et un groupe de jeunes musiciens affamés voulait se faire un nom dans l'industrie. Au cœur de Slave se trouvaient deux musiciens incroyablement talentueux, le bassiste Mark Adams et le guitariste Danny Webster. Nous formions ce groupe local avec d'autres personnes, mais nous étions tous ensemble en 6e heure, en cours de musique, avec Danny Webster, qui était le guitariste de Slave, et Mark Hicks, le guitariste de Slave. Nous étions donc tous en 6e période pour jamais ensemble. Leur style est brut et énergique, avec des lignes de basse profondes et entraînantes et des riffs de guitare funky. À leur côté, Steve Washington, une force créatrice clé qui a contribué à façonner le son et la direction générale du groupe. L'alchimie entre les membres du groupe était puissante et leur musique se distinguait par des grooves lourds et une section rythmique serrée. Au début, Slave avait une équipe de musiciens en rotation, mais tout a changé avec l'arrivée de Steve Arrington. Au début, il n'était que le batteur, posant des rythmes contagieux qui rendaient leurs chansons impossibles à ne pas danser. Mais au fil du temps, quelque chose est devenu très clair. Arrington avait une voix incroyable. Sa voix de fausset, à la fois douce et puissante, traversait la musique et donnait à Slave un tout nouveau niveau d'âme. Finalement, il est passé de la batterie au centre de la scène, devenant le chanteur principal. Ce changement a propulsé le groupe à un tout autre niveau. À la fin des années 70, Slave est en pleine effervescence. Ils sortent 2 albums consécutifs qui renforcent leur réputation de meilleur groupe de funk de leur époque. Leur premier album éponyme, Slave, a fait des vagues, suivi par Hardness of the World et Stone Jam. Ces albums n'étaient pas seulement bons, ils étaient remplis d'hymnes funk que les gens jouent encore aujourd'hui. Parmi leurs plus grands succès, Satan's Watching You, Slide It Just a Touch of Love. Ces chansons sont devenues des classiques instantanés, remplissant les pistes de danse et passant constamment à la radio. La combinaison de la basse profonde d'Adam, des guitares funky de Webster et de la voix inimitable d'Arrington a fait de Slave l'un des groupes les plus excitants de l'époque. Leur musique avait une qualité brute et énergique qui la rendait vivante. Et leur groove était si contagieux que même les personnes qui ne connaissaient pas grand-chose au funk ne pouvaient s'empêcher de bouger sur leur rythme. Mais alors que tout semblait parfait en surface, des fissures commençaient déjà à se former en coulisses. La popularité croissante de Slave s'accompagne de tensions au sein du groupe. Les différences créatives, les luttes de pouvoir et les conflits de leadership bouillonnaient sous la surface. Et ces problèmes n'allaient pas tarder à éclater au grand jour. Pour un groupe, le succès n'est pas seulement synonyme de gloire et de fortune. Il s'accompagne également de pression, d'ego et de lutte créative. Slave ne fait pas exception à la règle, alors qu'il produisait l'une des musiques funk les plus emblématiques de leur époque. Les tensions grandissaient au sein du groupe, et Steve Arrington était au centre de la plupart des conflits. Arrington n'était pas un simple membre de Slave, sa voix est devenue la signature du groupe. Lorsqu'il a rejoint le groupe pour la première fois en tant que chanteur, les fans l'ont remarqué dès que son falsetto a commencé à dominer les morceaux. Sa voix a donné à Slave une touche de fraîcheur et d'âme qui a rendu leur musique instantanément reconnaissable. Des chansons comme Just a Touch of Love et Watching You ont montré l'impact de sa présence. Mais si les fans l'adorent, tout le monde au sein du groupe n'est pas satisfait de ce changement. Slave a été conçu à l'origine comme un effort collectif, où chaque musicien avait un rôle important. L'identité du groupe n'était pas censée tourner autour d'une seule personne. Certains membres ont commencé à avoir l'impression que leur contribution était éclipsée. Et plus Arrington prenait le devant de la scène, plus ces tensions s'accentuaient.
L'une des plus grandes luttes au sein de Slave a été de décider qui était le responsable. Au fur et à mesure que l'influence de Steve Arrington grandissait, il ne devenait pas seulement le visage du groupe. Il prenait aussi plus de contrôle sur la musique. Il avait des opinions bien arrêtées sur l'orientation créative du groupe, mais tout le monde n'était pas d'accord avec sa vision. Arrington était fortement inspiré par le jazz et les sons expérimentaux, et il voulait pousser la musique de Slave dans cette direction. Cependant, le groupe s'était fait un nom grâce au funk, à des morceaux percutants et riches en groove qui faisaient danser les gens. Certains membres pensaient qu'en changeant trop leur style, ils perdraient ce qui faisait la spécificité de Slave. Cela a donné lieu à des débats constants, chaque membre souhaitant obtenir des sons différents. Au fur et à mesure qu'Arrington prenait de l'importance, sa voix commençait à façonner la musique du groupe d'une manière qui ne convenait pas à certains membres. Il avait une forte présence dans l'écriture et la production. Et certains membres du groupe avaient l'impression que Slave devenait son projet plutôt qu'un effort collectif. Ce changement a créé des tensions, en particulier parmi les membres qui étaient là depuis le début. À l'origine, Slave était fondé sur l'idée que chaque musicien avait une part égale dans son succès. Mais maintenant qu'Arrington est devenu la star du groupe, certains de ses membres ont l'impression d'être mis de côté. Cela a créé un fossé entre ceux qui soutenaient son leadership croissant et ceux qui estimaient que le groupe était en train de perdre son essence originelle. En 1980, après la sortie de Stone Jam, ces luttes internes atteignent un point de rupture. Plusieurs membres importants, dont Steve Washington, Starlina Young et Kurt Jones, décident de quitter le groupe et de former leur propre groupe, Aura. Leur départ n'a pas été un simple bouleversement. Il s'agissait de certains des collaborateurs les plus importants de Slave, et leur départ a obligé le groupe à repenser complètement son identité. Aura a ensuite connu le succès par ses propres moyens, mais Slave s'est retrouvé à essayer de conserver la magie qui l'avait rendu célèbre. Avec la disparition d'une partie aussi importante de son groupe, Slave a été confronté à une crise d'identité. Le groupe s'est toujours construit sur la collaboration, mais il doit maintenant trouver comment continuer à faire de la musique sans certains de ses meilleurs musiciens. Les fans remarquent la différence, et certains pensent que le groupe n'est plus le même. Slave a fait appel à de nouveaux membres pour combler les lacunes. Mais trouver la bonne alchimie s'est avéré être un défi. Le départ d'un membre important d'un groupe crée toujours de l'instabilité, et Slave n'a pas fait exception à la règle. Ils ont dû redéfinir leur son tout en essayant de rester fidèles à ce qui avait fait leur succès au départ. Même si le groupe continue à exister, cette période de changement est difficile. Les tensions qui avaient conduit à la séparation n'ont pas complètement disparu. Et Slave a dû travailler dur pour retrouver ses marques. La perte de membres clés a marqué le début d'une période difficile pour le groupe, l'obligeant à s'adapter tout en conservant le cœur de sa musique. Cette période de transition a été difficile, mais les luttes internes n'étaient pas terminées. Au-delà des conflits entre les membres du groupe, ils ont également dû faire face à des problèmes importants avec leur maison de disques, Cotillion Records. Comme beaucoup d'artistes, Slave s'est retrouvé coincé entre ses ambitions créatives et les attentes commerciales de l'industrie musicale. Alors que Steve Arrington souhaitait expérimenter de nouvelles sonorités et orienter la musique du groupe dans différentes directions, le label se concentrait davantage sur la production de tubes commercialisables susceptibles de plaire au grand public. Les dirigeants de Cotillion voulaient que Slave s'en tienne à une formule garantissant le succès commercial, tandis qu'Arrington et d'autres membres souhaitaient une plus grande liberté artistique. L'un des principaux points de désaccord concerne le choix des chansons qui seront publiées en tant que single et la structure des albums. La maison de disques privilégiait souvent les titres radiophoniques, tandis qu'Arrington souhaitait explorer des sonorités plus complexes, inspirées du jazz. Ces désaccords n'étaient pas seulement frustrants, ils rendaient le fonctionnement du groupe de plus en plus difficile. Chaque décision est devenue une bataille, et avec de multiples voix se battant pour le contrôle. Le processus créatif en a souffert. Parallèlement, le groupe est confronté à des problèmes financiers, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Comme beaucoup de groupes de leur époque, Slave a été confronté à des litiges concernant les royalties et a dû faire face à une mauvaise gestion de ses revenus. L'argent qu'il gagnait n'était pas toujours distribué équitablement, ce qui créait encore plus de ressentiment parmi les membres. Au fur et à mesure que ces pressions s'intensifiaient, il est devenu évident que quelque chose devait changer. Arrington,
qui se sentait pris au piège des conflits internes du groupe et des limites imposées par l'industrie, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer dans ces conditions. En 1982, il prend la décision difficile de quitter Slave et de poursuivre une carrière solo. Son départ est un coup dur pour le groupe, car sa voix unique était devenue l'une de ses caractéristiques. Sans lui, Slave a dû se restructurer une fois de plus, luttant pour maintenir son identité tout en naviguant dans un paysage musical de plus en plus compétitif. Après avoir quitté Slave, Steve Arrington a lancé sa carrière solo avec la sortie de Steve Arrington's Hall of Fame The Har en 1983. Son titre affair, Weak at the Knees, est devenu un classique instantané, influençant par la suite des générations d'artistes hip-hop qui ont fréquemment samplé son rythme funky. Si Arrington a connu le succès en tant qu'artiste solo, son départ a laissé Slave dans une position difficile. Le groupe a eu du mal à trouver un chanteur stable qui puisse combler le vide qu'il a laissé derrière lui, et les changements constants de line-up ont rendu difficile le maintien de leur son et de leur énergie d'origine. Entre le milieu et la fin des années 80, l'industrie musicale évolue rapidement. Le funk ne domine plus les hit parades comme dans les années 70, et des genres comme le hip-hop, le New Jack Swing et la musique électronique prennent le dessus. Slave a eu du mal à s'adapter à ces changements, et leurs derniers albums n'ont pas atteint le même niveau de succès que leurs premiers travaux. Sans la voix distinctive et l'apport créatif d'Arrington, leur son semblait moins cohérent, et ils ont eu du mal à rester pertinents dans une industrie qui avançait sans eux. Entre-temps, Arrington a dû faire face à ses propres défis en tant qu'artiste solo. Bien qu'il ait un meilleur contrôle créatif sur sa musique, naviguer dans l'industrie sans le soutien d'un groupe n'est pas sans poser de problème. Il a continué à faire de la musique, mais le paysage du funk avait changé, ce qui rendait le succès à long terme plus difficile. Bien qu'il soit resté une figure respectée du genre, ni Arrington ni Slave ne parviendront jamais à retrouver l'apogée de leurs premières années de vie commune. Au fil des années, Slave n'a pas seulement connu des conflits de leadership et des changements de line-up. Le groupe a également connu des luttes profondes qui ont laissé des traces durables, tant au sein du groupe que parmi ses fans. Si les conflits internes ont joué un rôle majeur dans l'histoire de Slave, les tragédies qui ont suivi ont été encore plus dévastatrices. Au fil des années, le monde du funk a dû dire au revoir à plusieurs membres clés du groupe, marquant ainsi la fin lente et douloureuse d'une époque. L'une des plus grandes pertes est celle du bassiste Mark Adams, décédé le 5 mars 2011 à l'âge de 51 ans. Adams était la force motrice de la signature sonore de Slave, posant les lignes de basse profondes et contagieuses qui ont rendu leur musique si inoubliable. Sa disparition a été un coup dur pour les fans et les anciens membres du groupe. Quelques mois plus tard, le guitariste Mark Drac Hicks est décédé le 14 juin 2011, à l'âge de 52 ans. Hicks était un élément clé de l'énergie et de la créativité du groupe, et sa disparition n'a fait qu'aggraver les blessures laissées par le décès d'Adams. Le déchirement ne s'est pas arrêté là. En 2020, le groupe perd deux autres membres, le chanteur et guitariste Danny Webster et le saxophoniste Orion Wilhoit. Webster, qui a joué un rôle important dans l'élaboration du son ultérieur du groupe, est décédé le 10 septembre à l'âge de 61 ans. Wilhoit, un saxophoniste talentueux qui avait contribué à l'énergie funk du groupe, est décédé le 20 mars, à l'âge de 63 ans. Ces décès ont provoqué une onde de choc dans la communauté funk, rappelant aux fans combien de temps s'était écoulé depuis les années fastes de Slave. Puis, en 2023, deux autres membres clés du groupe ont disparu. Le claviériste Carter Bradley est décédé le 21 février, à l'âge de 73 ans, et quelques semaines plus tard, le batteur Roger Parker s'est éteint le 5 mars, à l'âge de 67 ans. À ce moment-là, la plupart des membres originaux qui avaient contribué à façonner le son emblématique de Slave avaient disparu, laissant les fans pleurer non seulement les musiciens eux-mêmes, mais aussi l'époque qu'ils représentaient. Mais la tragédie de Slave ne s'est pas arrêtée à la perte de ses membres fondateurs. Au fil des années, le groupe a également dû faire face à de profonds conflits internes, à une mauvaise gestion financière et à l'évolution constante de l'industrie musicale. Autant de facteurs qui ont contribué à son déclin. Si les décès de Mark Adams, Drac Hicks, Danny Webster, Orion Wilhoit, Carter Bradley et Roger Parker ont marqué la fin d'une époque pour Slave, les fissures dans les fondations s'étaient déjà formées bien avant.
En coulisses, les tensions étaient vives, et l'ancien membre Wayne Foote a révélé plus tard à quel point les choses étaient devenues difficiles. Selon Foote, la direction de Slave a imposé un programme de répétition exténuant, obligeant le groupe à s'entraîner jusqu'à 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Si cette discipline a pu contribuer à la qualité du son, elle a aussi épuisé les membres physiquement et mentalement. Au lieu de favoriser l'unité, elle a créé du ressentiment. Les membres du groupe ont commencé à avoir l'impression d'être traités davantage comme des travailleurs que comme des artistes, ce qui n'a fait qu'aggraver leur frustration liée à l'argent. Nombreux sont ceux qui estiment ne pas être correctement rémunérés pour leurs contributions, surtout si l'on considère le succès de la musique de Slave. Leurs albums se vendaient, leurs concerts étaient pleins et leur influence était indéniable. Mais les récompenses financières ne profitent pas à tous les membres du groupe de la même manière. La question de l'argent est devenue l'un des sujets les plus conflictuels au sein de Slave. Plusieurs membres s'estimaient sous-payés et sous-crédités, ce qui a entraîné des tensions croissantes avec la direction et entre eux. Certains avaient l'impression que seuls quelques privilégiés bénéficiaient d'avantages financiers, tandis que d'autres avaient du mal à joindre les deux bouts malgré leur travail acharné. Ces conflits financiers s'ajoutent au stress existant, rendant plus difficile le fonctionnement du groupe en tant qu'unité. La situation s'est aggravée en raison des conflits entre les membres individuels, en particulier entre le guitariste Mark Drac Hicks et le chanteur-guitariste Danny Webster. Les deux hommes auraient eu des désaccords constants, créant encore plus de tensions au sein d'un groupe déjà fragile, avec les problèmes financiers et les conflits internes qui pèsent sur le groupe. Slave doit également faire face à un autre défi majeur, l'évolution de l'industrie musicale. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le funk n'est plus au premier plan de la musique populaire. L'essor du hip-hop, du New Jack Swing et d'autres genres émergents a relégué le funk au second plan. Alors que Slave avait été une force dominante à la fin des années 70 et au début des années 80, son son commençait à sembler dépassé sur un marché qui évoluait rapidement. Même si leurs premiers travaux sont restés très influents, en particulier parmi les producteurs de hip-hop, Slave lui-même s'est battu pour rester d'actualité. Ironiquement, alors que le groupe lui-même disparaissait du grand public, sa musique devenait plus populaire que jamais, d'une manière différente. Les artistes hip-hop samplaient massivement le catalogue de Slave. Cependant, comme beaucoup d'artistes funk de la première heure, Slave n'a pas toujours reçu le crédit ou la compensation financière nécessaire pour l'utilisation de son travail. Alors que les jeunes générations dansaient sur les rythmes de la musique de Slave, le groupe lui-même restait dans l'ombre, incapable de profiter de son regain de popularité. Pour un groupe qui avait été au sommet du monde du funk, voir sa musique décoller dans le hip-hop tout en luttant pour rester à flot a dû être une pilule amère à avaler. La combinaison de conflits internes, de luttes financières et de changements dans l'industrie a fait qu'il était presque impossible pour Slave de retrouver sa gloire d'antan. Avec le départ ou la disparition de membres clés, l'identité du groupe est devenue plus difficile à définir, et ses tentatives d'adaptation aux nouvelles tendances n'ont pas eu beaucoup de succès. Pour les fans, la chute de Slave a été déchirante. Ils s'étaient forgé une réputation de groupe funk parmi les plus novateurs de leur époque, mais en coulisses. Ils étaient confrontés à des batailles qui les ont finalement menés à leur perte. Quant à Steve Arrington, il a pris du recul par rapport à l'industrie musicale dans les années 90 pour se concentrer sur son cheminement spirituel. Après des années passées à façonner le paysage du funk avec sa voix et son rythme unique, il s'est senti appelé au-delà de la scène et du studio. Il a choisi de se consacrer à une voie différente, centrée sur la foi et le développement personnel, en s'éloignant du monde rapide de la musique. J'ai ensuite changé de carrière et, bien qu'éloigné de la scène musicale, nombreux sont ceux qui ont échantillonné ma musique. Pendant un certain temps, il a semblé avoir tout laissé derrière lui. Mais son amour pour la musique ne s'est jamais vraiment estompé. Même en son absence, son influence est restée forte, d'innombrables artistes hip-hop reprenant ses œuvres et perpétuant ainsi son héritage. Des années plus tard, Arrington a retrouvé le chemin de la musique. Mais cette fois-ci, il ne cherchait pas le succès auprès du grand public. Au lieu de cela, il a réintégré l'industrie selon ses propres termes, renouant avec l'essence du funk tout en collaborant avec une nouvelle génération d'artistes qui admiraient son travail.
Il s'est associé à Dom Funk, spécialiste du renouveau du funk moderne, et a même travaillé avec la légende du hip-hop Snoop Dogg. Aujourd'hui, nous avons un album avec Steve Arrington, le chanteur le plus vénéré de l'un des meilleurs groupes de funk de tous les temps, qui arrive sur son label. Et je le produis. C'est fou comme la boucle est bouclée. La preuve que son son est intemporel. Son retour n'était pas seulement une question de nostalgie, mais aussi d'évolution. Arrington s'est adapté aux changements de l'industrie, mêlant ses racines funk classiques à des styles contemporains, montrant ainsi que l'art véritable ne s'estompe jamais. Son parcours, du pionnier du funk à la star en solo, puis son retrait pour revenir avec un objectif créatif renouvelé, témoigne de sa résilience et de sa passion. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans les attentes de l'industrie, choisissant plutôt de suivre sa propre voie. Même après des décennies de carrière, sa musique continue de trouver un écho chez les anciens et les nouveaux fans. Il prouve que les grands artistes ne disparaissent pas, mais qu'ils s'adaptent, grandissent et inspirent. Bien que l'histoire de Slave soit remplie de triomphes et de tragédies, leur musique reste immortelle. Malgré les conflits internes, les différends financiers et les pertes déchirantes de membres clés, leur héritage reste solide. Leurs grooves continuent d'être célébrés, samplés et appréciés par les générations qui apprécient le pouvoir du funk. Et avec la présence durable de Steve Arrington dans la musique, l'esprit de Slave perdure. Même si le groupe n'est plus là, son influence reste indéniable, prouvant une fois de plus que le vrai funk ne meurt jamais. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Les amis, au revoir.